Bonjour à tous et à toutes. On est ravis de vous accueillir pour ce deuxième webinaire. Nous avions dressé lors du premier webinaire, en présence notamment dans l'ancien ministre, Madame Moreno, Caroline Romade, Emmanuel Larocque, Marie Petit-Coinon, en état des lieux de la place des femmes dans la tech. Je reviens d'ailleurs sur quelques chiffres qui me paraissaient assez intéressants. D'un côté que 61% des garçons sont encouragés par leurs parents à s'orienter vers les métiers du numérique, contre 3% des filles. Et aussi de l'autre côté, que seulement 36% des filles pensent avoir le niveau pour une formation en école d'informatique, contre 62% des garçons, avec des parents qui étaient aussi du même avis. Donc aujourd'hui, de nombreux acteurs partagent le constat que c'est vraiment une nécessité autant sociale, sociétale que économique. Une nécessité économique en tant que sociale parce que la diversité nous permettrait de générer 10% plus de PIB supplémentaire d'ici 2025. Et à force de travail et de sensibilisation, on sait que les choses progressent, que les femmes s'orientent plus volontiers que les hommes vers les métiers émergents de la data, notamment data analyst, data scientist, que la proportion des jeunes femmes entrant avec 3 ans d'expérience s'élève à 21% contre 9% chez les hommes, et que 28% des femmes dans la tech pensent que la parité femmes-hommes s'est améliorée ces dernières années au sein de leurs équipes. Les choses semblent donc progresser, mais comme souvent, encore trop lentement. Et donc, nous sommes là aujourd'hui pour justement réfléchir et apporter des retours d'expérience, d'action, des visions qui peuvent permettre aussi de créer des voies vers la réussite grâce à un recrutement inclusif, qui est justement le sujet de notre deuxième webinaire. Pour cela, j'ai le plaisir d'introduire la prise de parole de Cédrico. En mars 2019, il est nommé secrétaire d'État en charge de la transition numérique et des communications électroniques. Dans ses fonctions, il supervise la politique d'innovation du gouvernement, le sort de la French Tech, mais aussi les négociations internationales et européennes liées à la régulation du numérique. Il a été notamment un des artisans de régulation Digital Markets Act et Digital Services Act dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Il était également en charge de la couverture numérique du territoire et du déploiement de la 5G ou encore des outils numériques dans le cadre de la gestion de la pandémie, notamment l'application TUS anti-Covid. Depuis septembre 2022, Cédric O mène des activités de consulting tout en restant très actif auprès de l'écosystème technologique européen. Il est ainsi membre de conseil consultatif de haut niveau sur l'exploration spatiale de l'Agence spatiale européenne. Il n'a pas pu se joindre avec nous en live ce matin, mais il a pu nous adresser sa vision sur le sujet et je vous partage cette vidéo de quelques minutes. Et ensuite, après la parole de Cédrico, nous sommes très ravis d'accueillir aujourd'hui donc Marion Apakassis, président du conseil d'administration de Conexio, qui va modérer la table ronde, Peggy Vicomte, déléguée générale femmes et numérique, Juliette Nagy-Dumas, directrice d'agence de recrutement inclusif Humando, Flore de la série, co-founder et CTO de Highcast, et Mariam Sefta, Chief Diagnostics Officer du Oken. Donc, vous avez ensuite vraiment un temps pour questions-réponses. Donc, je vous dis déjà, en fait, si vous avez des questions qui arrivent au fil de l'eau, de les poser dans le chat. Voilà. Et donc, c'est parti de notre deuxième webinaire. Merci beaucoup. Bonjour, je suis très heureux d'avoir l'occasion d'ouvrir ce deuxième webinaire de Conexio dédié à l'égalité femmes-hommes dans les métiers de la technologie, notamment en matière de recrutement, sur un sujet qui, je crois, est un sujet extrêmement important pour nos sociétés occidentales. Je dis nos sociétés occidentales parce que c'est un sujet qui est largement partagé et qui n'est pas une spécificité française. Les chiffres, ils sont connus, que ce soit d'ailleurs souvent aux États-Unis, en Allemagne, en France. C'est à peu près 30% seulement de femmes dans les métiers de la technologie. Et encore, c'est un chiffre qui est largement surestimé, me semble-t-il, parce qu'on fait une moyenne et que il y a probablement dans les startups technologiques ou dans les grandes entreprises de technologie beaucoup plus de femmes dans les ressources humaines ou dans la communication que dans les métiers durs, entre guillemets, que sont les métiers de développeurs ou de data scientist. Alors c'est un problème à deux égards.
c'est d'abord un problème, et je pense qu'il faut systématiquement le rappeler, d'égalité et de pluralité dans la manière dont se développent nos sociétés. Aujourd'hui, le numérique est une brique de base, une fonction de base sur laquelle repose le fonctionnement de nos économies et nos sociétés. On utilise tous les jours des outils numériques. Tous les jours, des décisions sont prises sur la base d'algorithmes qui affectent nos vies quotidiennes. Et ces algorithmes et ces outils sont très largement façonnés, créés et pensés par des hommes, ce qui a des impacts extrêmement importants. Et si on veut faire en sorte que notre société soit beaucoup plus diverse, en tout cas de prendre en compte la diversité de genres, d'autres diversités aussi, on a besoin de faire en sorte que on ait dans les gens qui conçoivent ces systèmes, dans les gens qui les pensent, qui les imaginent, qui les déploient, autant de femmes que d'hommes. C'est absolument essentiel. C'est un sujet d'égalité, c'est un sujet de diversité, c'est un sujet sociétal, comme je le disais tout à l'heure. Ce qui me semble extrêmement important de rappeler, c'est que c'est un sujet de performance et qui est extrêmement bénéfique pour les entreprises elles-mêmes. Et on a un peu tendance parfois à l'oublier en présentant cela comme quelque chose qui est d'abord au bénéfice des femmes. J'ai eu l'occasion, dans mon parcours professionnel, de travailler à la fois dans le public, dans le privé, dans des petites entreprises, dans des grandes entreprises, pour l'État. Et s'il y a une chose dont je suis persuadé, c'est que les équipes mixtes sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus heureuses, beaucoup plus performantes que les équipes non mixtes. J'ai eu l'occasion de travailler dans les deux. Il se trouve que la politique n'est pas non plus un milieu extrêmement féminisé, mais j'ai eu l'occasion peut-être d'en toucher un mot. Et il est absolument évident, et d'ailleurs c'est montré par les études économiques sur les entreprises selon leur niveau de mixité, que les équipes les plus diverses sont les plus performantes, à la fois pour des raisons de diversité de modalités de résolution de problèmes, à la fois pour des raisons d'équilibre au sein de l'équipe, et à la fois pour des raisons, me semble-t-il, de bonheur et de plaisir des gens qui y travaillent. Il me semble également que cette question de la mixité est essentielle en matière d'acceptabilité de la technologie. Or, pour les entreprises numériques, pour les entreprises qui déploient des outils numériques, c'est-à-dire toutes les entreprises, je crois que la question de l'acceptabilité est absolument essentielle, car on voit à quel point la numérisation des processus, la numérisation des organisations remet en cause énormément de choses, et comme le plus compliqué, c'est souvent cette question de l'acceptabilité du changement. Or, là aussi, il me semble absolument évident qu'une équipe plus mixte sera une équipe qui aura beaucoup plus de capacité à intégrer l'altérité, à intégrer la diversité, et à faire en sorte que l'acceptabilité du déploiement de la technologie soit beaucoup plus élevée. Dernier élément, qui n'est pas le moins important, on sait à quel point les entreprises ont du mal à recruter aujourd'hui, notamment sur ces questions des emplois technologiques, mais pas que, et à quel point une entreprise qui est plus diverse, qui est plus mixte, où il y a à la fois des hommes et des femmes, est beaucoup plus attirante qu'une entreprise où il n'y a que des hommes qui travaillent, à quel point on attire beaucoup plus de femmes quand il y a plus de femmes dans les métiers technologiques. Or, compte tenu de la tension sur les métiers de l'informatique, c'est sûr que si on se ferme au recrutement de femmes, soit qu'on le fasse inconsciemment, soit que ce soit une conséquence du manque de femmes, et si on ne fait pas d'efforts, alors on a du mal à attirer. Pour l'ensemble de ces éléments, il me semble absolument indispensable de rappeler que c'est au bénéfice d'abord des entreprises qu'il s'agit de faire cet effort de mixité. Je dis effort parce qu'évidemment, ce n'est pas simple. Ça nécessite de le faire proactivement, ça n'arrivera pas tout seul. Bien sûr, il y a des éléments qui sont de la responsabilité de l'État. Bien sûr, il y a des éléments qui sont de la responsabilité de la société, que ce soit par exemple sur l'éducation, la formation, sur les représentations inconscientes, sur la lutte contre les discriminations. Mais réussir à aller attirer des femmes et à travailler sur ces processus de recrutement notamment, pour avoir plus de femmes qui postulent d'abord, et qu'on intègre ensuite, est quelque chose qui nécessite beaucoup d'efforts. Ça me rappelle, le but est évidemment pas de faire du prosélytisme politique, mais cet épisode de la campagne de 2017 où, quand nous avions ouvert avec un parti politique les candidatures pour être député, il y avait eu 80% de candidatures masculines et qu'il avait fallu faire un appel du candidat lui-même pour
inciter les femmes à se présenter, ce qui avait permis d'augmenter de 50% le nombre de femmes, d'avoir des équipes beaucoup plus diverses après, qui avaient été extrêmement bénéfiques, mais il avait fallu faire cet extra mile et cette action dédiée pour inciter les femmes à postuler. On le voit d'ailleurs dans le monde de l'entreprise. Si on veut recruter des femmes, notamment dans les métiers de la technologie, il faut modifier beaucoup de choses, les processus de recrutement, les images inconscientes, les mots parfois qu'on emploie, avec des formes de biais de recrutement, biais de comportement, biais de projection, biais de médias parfois, qui font que en fait on s'oriente et on oriente le pool de candidats dans lequel on va puiser plutôt du côté des hommes. Il y a ce sujet de l'entrée, il y a le fait de garder les femmes en fonction. Je crois que vous aurez l'occasion d'en parler dans un autre webinaire, mais ça me semble extrêmement important parce qu'on s'aperçoit que à la fois l'entrée du tuyau est relativement faible, mais que la taille du tuyau a tendance à se réduire au fur et à mesure des années, et il est absolument indispensable de faire en sorte que non seulement on recrute des femmes, mais qu'on les garde dans ces emplois et qu'on leur assure un cadre de travail qui leur permette de se déployer et de se développer dans l'organisation. Bref, il y a énormément de choses sur lesquelles agir. Vous aurez l'occasion d'en parler aujourd'hui de manière extensive avec les intervenantes du jour, qui, je crois, sont extrêmement qualifiées sur le sujet. Si je peux vous laisser sur une idée qui me semble importante, c'est que si on veut que les femmes comptent, il faut les compter. Et donc, pour améliorer les processus de recrutement, pour améliorer la rétention des femmes, il faut compter. Combien de femmes postulent, combien de femmes ont réussi, combien de femmes restent, comment elles se développent, quels sont leurs salaires, etc., etc. Si on n'est pas capable, si on n'arrive pas à compter, alors on peut pas être dans un processus d'amélioration qui ne peut qu'être un processus d'amélioration incrémentale. Un excellent exemple, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a réussi à doubler la proportion de femmes dans les enseignements technologiques en 10 ans, mais ça lui a pris 10 ans. Et ça a été l'objet d'une politique publique extrêmement constante et extrêmement soucieuse de chaque détail et de compter chaque détail. Je vous laisse pour ce webinaire. Je vous souhaite un excellent moment en compagnie des intervenantes. Et je ne doute pas que c'est un sujet qui continuera à nous occuper pendant encore longtemps. Bonjour à tous. Alors, on dit qu'une information doit être répétée 3 fois pour être apprise convenablement. Peut-être que aujourd'hui, ces problèmes techniques nous ont permis de bien nous imprégner des questions qui nous concernent aujourd'hui. Merci beaucoup à Cédric O d'avoir accepté d'ouvrir le webinaire d'aujourd'hui. Je m'appelle Marion Abécassis, je suis avocate en sciences de la vie et présidente du conseil d'administration de Connexio. Je suis très heureuse et très honorée aujourd'hui de pouvoir modérer cette table ronde qui a pour sujet les femmes dans la tech, créer des voies vers la réussite grâce à un recrutement inclusif. Puisqu'en effet, et c'est ce qui a été rappelé dans l'introduction du président de Connexio, que le problème du recrutement inclusif, il intervient en fait bien avant le recrutement en lui-même, mais dès la formation et des a priori qui peuvent être donnés dans l'entourage des filles, y compris par leurs parents. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir autour de cette table ronde 4 femmes extrêmement inspirantes. Alors, je tiens à préciser qu'il n'était pas forcément prévu d'avoir un panel essentiellement féminin, mais il se trouve que les personnes qu'on a aujourd'hui s'imposaient par leur carrière, par leur implication sans faille pour un peu plus de diversité dans les recrutements et en particulier vis-à-vis des femmes. Et alors, sans plus tarder, nous allons les présenter et voir que leur parcours se complète les uns aux autres. On a autant de sciences dures que de sciences sociales. Et on va commencer par Flore de l'Astérie. Flore, vous êtes la cofondatrice et CTO de Hidecast, qui est une solution qui aide les industriels à réduire leurs coûts énergétiques grâce à une meilleure planification. Flore, vous avez suivi une formation d'ingénieur aux arts et métiers et vous êtes également spécialisée en data science and business analytics avec un master qui est doublement prodigué par l'ESSEC et Centrale Supélec. Vous avez fait vos armes dans le monde du conseil, chez Soprasteria et Artefact,
Vous avez permis de développer la gestion des projets techniques en lien direct avec des clients, puis une expérience en tant que premier employé en start-up. Et c'est là que vous avez eu le goût de l'entrepreneuriat avant de fonder iCast. Et une mention spéciale parce qu'il se trouve qu'iCast a récemment recruté une des apprenantes du programme Connexio. Et je dis bien apprenante avec un E au bout. Et je pense que c'est le cœur du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Nous avons aussi avec nous Peggy Vicomte. Alors Peggy, vous êtes déléguée générale chez Femmes Numérique. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Femmes Numérique, c'est une structure associative qui a pour démarche de promouvoir la place des femmes dans le secteur du numérique et qui font un travail absolument remarquable. Peggy, vous êtes dans l'écosystème de l'innovation et du numérique depuis une vingtaine d'années. D'ailleurs, que vous nous donniez la recette de votre élixir de jouvence. Vous avez rejoint Femmes Numérique dès 2021 pour structurer et amplifier cette démarche fédératrice en faveur d'une meilleure représentation des femmes dans les filières du numérique. Peggy, vous avez suivi une double formation en administration et gestion des entreprises et en stratégie de communication. Vous avez travaillé dès l'origine en lien avec une grande diversité d'acteurs issus de la formation, de la recherche, l'industrie, l'entrepreneuriat ou l'investissement pour développer des projets naissants dans une logique de partenariat public-privé. Nous allons également avec nous Juliette Nagy-Dumas. Juliette, vous êtes directrice d'agence de recrutement inclusif chez Umando. Vous avez reçu en 2022 le Grand Prix de l'inclusion Diversity Mixity pour votre travail envers les femmes et les handicapés au sein de l'agence Umando. Vous êtes spécialisée dans le rapprochement des entreprises et des personnes discriminées, handicap, femmes, jeunes, seniors, réfugiés. Et vous militez pour une approche transparente des difficultés liées à l'inclusion afin de les solutionner concrètement. Vous enseignez en parallèle au CELSA. Et je tiens à mentionner que, comme si tout ça ne suffisait pas pour occuper le planning de Juliette, vous êtes également bénévole, notamment auprès de la NDRH, la TIMI et My Job DSF. Enfin, notre quatrième panéliste du jour, Meriem Sefta. Meriem, vous êtes Chief Diagnostic Officer chez Okin, qui est une start-up franco-américaine qui utilise l'IA pour cibler et trouver le bon traitement pour chaque patient. Okin est une start-up qui a une politique RH qui garantit l'égalité des chances et s'engage à promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion. C'est des sujets qui vous sont chers. Vous êtes vous-même diplômé de l'école polytechnique et du MIT. Meriem, vous avez obtenu un doctorat en biologie du cancer à l'Institut Curie, tout en enseignant les mathématiques et l'analyse statistique à l'Université Paris-Sud. Vous avez été chef de projet de recherche avant de devenir consultante chez AEC Partners. Vous avez rejoint Okin en tant que responsable des partenariats et aujourd'hui, vous dirigez l'unité de diagnostic de l'organisation. Merci encore à toutes les quatre de vous être rendues disponibles pour ce webinaire. Sans plus tarder, nous allons passer à la première question. Et pour cette première question, j'aimerais que chacune d'entre vous nous dise un mot sur votre vision et qui est directement lié au titre de ce webinaire. Le recrutement inclusif est-il, pour chacune d'entre vous et dans chacune de vos spécialités, un facteur de réussite professionnelle? En d'autres termes, pourquoi est-ce que le recrutement inclusif est une priorité et le modèle aujourd'hui à adopter? Nous allons commencer par Peggy. Merci pour cette introduction. Bonjour à toutes et tous. La problématique du recrutement inclusif ne concerne pas que les femmes, mais je tiens à rappeler, même si c'est évident, que nous traitons cette thématique comme si les femmes étaient une minorité, alors que les femmes représentent 52% de la population. Donc, moi, j'aime bien rappeler que l'égalité de genre est la mère de toutes les égalités, et que si on arrive à traiter celle-là correctement en profondeur dans notre société, on verra probablement, très probablement, j'ose le croire, une résolution progressive de toutes les inégalités. Ensuite, le recrutement inclusif, moi j'aimerais juste en introduction pouvoir parler de 2 points qu'on pourra peut-être décliner après. D'abord, l'importance des quotas. Je crois que c'est bien de le rappeler. On pourrait en débattre, mais à certains moments, on voit que ça fonctionne. Donc,
Est-ce que c'est une solution envisageable à long terme? Est-ce que la politique incitative devrait suffire? Est-ce que c'est assez, est-ce que finalement c'est assez efficace? Oui, non. Enfin voilà, je pose la question des quotas. Il y a quelques années, on pensait que c'était impensable de trouver des femmes dans les conseils d'administration. 10 ans après, on est à plus de 40% de femmes dans les conseils d'administration. Or, quand on posait la question il y a quelques années à nos grands dirigeants, ils nous disaient « mais c'est pas possible, il n'y a pas de femmes dans les équipes, etc. » Donc, c'est possible. Voilà, c'était mon premier point. Et ensuite, on pourrait évoquer dans le recrutement inclusif la pertinence des rôles modèles. Qu'est-ce que sont les rôles modèles? Comment on peut les utiliser entre guillemets? Comment on peut les mettre à profit pour un plus large public? Je pense que c'est important parce qu'on parle beaucoup de l'invisibilité des femmes. On voit en ce moment dans les entreprises beaucoup de rôles modèles, mais ça ne suffit pas de filmer les femmes. Qu'est-ce qu'on en fait après? Comment on le transforme en action? Et je pense que c'est le deuxième point très important, puisqu'on voit que le sujet aujourd'hui est évoqué dans pratiquement toutes les entreprises. On ne peut plus passer à côté de ce sujet. Mais la question, c'est comment on le transforme en action. Merci Peggy. Alors, comment passer à l'action? Est-ce que vous pourrez entendre le point de vue de Juliette? Alors, Juliette, vous êtes en mute. Non, je pense que c'est le mute du site et pas de l'ordinateur. Ouais. Alors, en attendant, peut-être, si je peux demander le point de vue de Flore, et Juliette, je vous écris en parallèle. Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous également. Et déjà, je suis ravie d'avoir été conviée à cette discussion et je vous remercie pour cette introduction. Pour remettre peut-être juste un peu dans le contexte, nous, chez iCast, on est encore très jeunes. Donc moi, l'objectif aujourd'hui, ça va surtout être de donner un peu le point de vue de l'entreprise et de l'employeur qui a peu, voire pas de moyens au niveau du recrutement et comment on peut justement quand même faire des efforts vers le recrutement inclusif à partir du moment où on l'a à cœur. Donc aujourd'hui, nous chez iCast, donc comme je disais, on est encore jeunes. Mais il s'est avéré qu'en fait, en mettant en place plusieurs choses, notamment des critères qui sont assez clairs sur le recrutement, on pourra y revenir un peu plus tard, mais il s'est avéré qu'on a recruté 2 profils sur 2 postes, on pourrait qualifier ça de peu usuel, dans le sens où c'est 2 postes qui sont habituellement plutôt pourvus par des hommes, et où nous, du coup, on a 2 femmes que l'on a recrutées sur ces postes, et sur lequel ça se passe vraiment super bien. Donc, on a notamment cette apprenante dont on parlait. Donc, c'est une apprenante en reconversion dans la tech, un profil super intéressant. Et donc, elle nous a rejoint sur un métier de front-end développeuse qui est habituellement plutôt représenté dans les entreprises, on va dire dans un monde masculin. Voilà, nous, c'est un profil avec lequel ça se passe super bien. Et notamment aussi la partie donc reconversion qu'on apprécie beaucoup, qui permet de donner une grande maturité professionnelle en fait au profil. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a trouvé de très très intéressant. Et l'autre poste, donc c'est plutôt sur la partie commerciale, mais en tant que business développeur. Donc dans les startups amis de nos cercles. Ce qu'on voit, c'est que c'est un poste aussi qui est très représenté plutôt côté homme. Et nous, pareil, donc voilà, là, on a recruté une femme sur ce poste pour lequel ça se passe hyper bien. On a en plus, donc iCast, on en a parlé rapidement, mais nous, on est orienté, donc on est B2B pour les industriels. Donc, les industriels, c'est aussi un milieu qui est quand même assez masculin, qui est encore très peu représenté côté femmes. Donc voilà, un poste de business développeuse face à des industriels, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Donc nous, on est très fiers de ce recrutement. Et donc pour nous, voilà, c'est vraiment un facteur de réussite, en tout cas chez iCast.
Merci beaucoup, Flore. Alors, après avoir écouté le point de vue de l'employeur, ce serait intéressant d'avoir le point de vue de ceux qui aident les employeurs à recruter. Juliette, vous avez démuté votre micro. Merci. C'est à vous. Oui, écoutez, en complément de ce que dit Flore, je pense que c'est vraiment un partenariat pour ceux qui ont un service RH entre les recruteurs et les managers. Côté recruteur ou recruteuse, c'est important de dédier du temps de sourcing spécifique pour faire, comme disait Flore, aller chercher au-delà du CV6. Le CV n'est pas ceux qu'on a l'habitude de recruter. Il faut creuser plus loin, ça prend plus de temps. Et c'est important de prendre cela en compte dans les métriques qu'on met aux recruteurs. Le second point, c'est vraiment d'impliquer les managers. Je prends le parallèle d'une entreprise qu'on a accompagnée où le DRH avait un petit peu essayé de forcer justement de prendre certains types de profils. Ça n'avait pas du tout adhéré et au contraire, ça avait créé de la stigmatisation. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a mis en direct avec les managers. On a commencé par les managers qui avaient envie. Et il y en a qui ont envie, mais juste qui n'ont pas le temps ou qui ne savent pas vraiment par où commencer. Et une fois qu'on a commencé, qu'on a eu quelques réussites avec les managers qui avaient envie, ils ont fait une vidéo en interne. Et comme c'est un manager qui était légitime au sein de la société, c'est lui qui a parlé. Et faire confiance aux opérationnels, impliquer les opérationnels et leur faire confiance. Merci beaucoup. C'est très clair. Alors, Myriam, vous qui êtes dans l'univers de la tech santé et qui avec de nombreux managers aussi, puisque chacun chez Hawkin dans vos pôles, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un facteur donc de réussite sur le recrutement inclusif? Oui, je pense que tout le monde l'a dit et je suis complètement alignée avec ce que tout le monde a dit et ce que Cédrico a dit aussi au début de son intervention, c'est-à-dire que avoir une diversité d'approches, de modes de résolution de problématiques, d'interaction, et c'est vraiment clé pour la réussite des équipes et aussi le bonheur et l'équilibre de ces équipes. C'est pas juste aussi au niveau des équipes, j'allais dire exécutantes, mais aussi au niveau des rôles de direction que c'est très important. Et souvent, ce qu'on constate malheureusement, c'est même si on a quand même un petit peu de femmes, je dirais en bas de la hiérarchie, plus on monte, plus le nombre de femmes se réduit comme une peau de chagrin. Donc c'est aussi avoir des femmes représentées au plus haut niveau de l'entreprise. Après, je voulais souligner qu'il y a en effet des difficultés à atteindre ces objectifs. Le fait est que sur le marché du travail, il y a moins de femmes formées à la tech, de femmes qui se présentent à ce genre de rôle, qui ont fait ce genre de diplôme, et qu'en start-up, surtout, on a souvent des enjeux de cash et de rapidité de croissance qui font que c'est difficile de systématiquement attendre de tomber sur un profil féminin pour pouvoir des rôles. Pour vous donner un exemple, à Hawkin l'an dernier, on a doublé de taille, donc on est passé d'environ 150 à 300 personnes. Donc 150 postes tech à pourvoir en moins d'un an avec des managers qui ont du coup des contraintes d'exécution, des contraintes de budget et de temps. C'est très difficile à faire. Donc je pense que les actions, on ne va pas tout résoudre du jour au lendemain, mais je pense qu'il y a des actions, Madame Vicomte, de se fixer des quotas. Je pense que si on ne le met pas en haut de la liste des priorités, on ne peut pas compter sur la bonne volonté de tout le monde parce que les contraintes par ailleurs sont trop fortes. Je pense qu'il faut aussi discuter avec les investisseurs de ce milieu-là, les sensibiliser à ça. Souvent, ce n'est pas du tout un critère ou un enjeu pour eux. Par contre, la croissance et les résultats le sont. Donc, je pense qu'il faut aussi les sensibiliser à ces enjeux et il y a des investisseurs qui le sont de plus en plus. Et enfin, il faut continuer toujours à agir en amont, c'est-à-dire inciter les filles et les femmes jeunes à se lancer dans ces filières. Et ça passe encore par avoir des femmes au plus haut poste de direction qui permettent de représenter et d'incarner des succès dans ces filières-là. Merci beaucoup, Myriam. Alors, peut-être juste une petite question pour Juliette, puisqu'elle travaille chez le choix, enfin, qui est directrice d'agence chez Momondo et qui a fait le choix de créer des agences qui sont spécialisées. Quelle qualité spécifique, quel savoir-faire
faut-il avoir pour faire du recrutement inclusif selon vous? Avant même les qualités, c'est un peu ce que disait Myriam, il faut du temps et il faut accepter de prendre du temps. Il faut... je ne veux pas dire que c'est compliqué, c'est accessible, mais toute cette question est de se dégager du temps pour aller chercher les femmes parce que souvent on dit qu'il n'y a pas de femmes, mais bon, pour des entreprises qui commencent, ils ont 3 femmes sur 100, il y a quand même 1 ou 2 femmes pour au moins passer à 5 sur 100, vous voyez ce que je veux dire? Il faut aussi se dire, bon, bah, d'où est-ce que je pars? Et déjà, on va faire 1 de plus, 2 de plus, 3 de plus, et après, on dira qu'il n'y a pas de femmes dans le secteur, quoi. Souvent, on part de tellement bas que juste 1 ou 2 personnes, ça aide. Donc, c'est du temps, et après, une fois qu'on a ça, il y a un double travail, de sensibilisation en interne et de prise de conscience de nos propres biais à nous en tant que recruteurs, de vraiment être dans l'écoute de la personne et de pouvoir lui proposer des postes et de savoir, pour motiver quelqu'un à aller vers un métier du numérique, en fait, il faut lui expliquer quel est l'intérêt par rapport à elle, par rapport à ses motivations à elle. Et par ailleurs, je pense que l'autre point, c'est en tant que recruteur, c'est d'avoir des méthodes de coaching pour préparer les entretiens, parce que on sait que quand la personne va être reçue en entretien, le ou la manager aura quand même quelques biais et ils vont devoir les aider à passer ces biais. Voilà. Non, mais c'est très clair, Juliette. Alors, on voit qu'il faut convaincre beaucoup de personnes. Il faut convaincre les femmes elles-mêmes, il faut convaincre les recruteurs, les employeurs, les investisseurs, Myriam nous disait. Mais c'est un travail qui est bien amorcé et il faut absolument maintenant mettre en pratique. Donc, c'est l'objet de notre deuxième question de cette table ronde. Quelles sont les bonnes pratiques? Parce qu'on sait maintenant que c'est un facteur de réussite, mais comment fait-on? Et ce serait intéressant si chacune d'entre vous pouvait nous partager un peu de son expérience les meilleures pratiques ou leur top 3 des meilleures pratiques que vous avez pu observer pour diversifier les recrutements et plus spécifiquement celui des femmes dans les métiers tech. Nous allons commencer par Peggy. Oui, alors je suis vraiment très, très, très en phase avec ce qui vient d'être dit, les dernières interventions, notamment sur c'est du temps long. Et ça, c'est compliqué pour les entreprises et c'est encore plus compliqué pour les startups. Je le sais de mes précédentes fonctions où j'accompagnais des startups dans leur projet de croissance. Donc, je sais à quel point vous êtes confrontés à... il faut développer le business, il y a plein de choses à faire et c'est pas des entreprises philanthropiques. Cela étant dit, il y a des choses qu'on peut mettre en place très facilement. Parce que de l'autre côté, on a des jeunes femmes qui parfois nous disent qu'elles ont du mal à trouver du travail et à percer les secrets des offres d'emploi dans la tech. Donc, je vais prendre un exemple très concret sur les profils de poste. Les études montrent qu'une femme va plutôt prendre un profil de poste technique à la lettre et donc va regarder chaque item et va cocher je maîtrise. Et donc, dans la plupart des cas, c'est je ne maîtrise pas parce que, effectivement, en général, les fiches de poste sont quand même assez denses. Et donc, en global, si la femme ne remplit pas 90% des critères, elle ne va pas d'elle-même candidater. Et donc, c'est très important d'avoir cette politique volontariste et de bien l'intégrer en interne et de bien l'expliquer. Parce qu'effectivement, les femmes, il faut aller les chercher sur nos sujets. Et je vous prends l'exemple d'un très concret, d'un recrutement, mais à un niveau un petit peu en amont, recrutement dans les internats d'excellence pour les classes prépa. Donc, il peut y avoir des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, même des écoles d'art. Ce sont des dispositifs publics. Et on a des proviseurs qui nous disent que s'ils ne font pas attention, le tuyau dont parlait Cédric O se remplit de garçons, très naturellement. Et c'est vraiment les proviseurs qui, dans les comités de sélection, dans les dossiers, doivent dire aux équipes, n'hésitez pas à aller appeler les établissements scolaires pour leur demander s'il n'y a pas des filles, et on verra avec eux les critères. Les femmes ne se manifestent pas de la même façon sur les offres d'emploi, il faut en avoir conscience. Ce qui m'amène à un deuxième point sur le numérique porteur de sens. Les études montrent aussi que la résolution du problème technique pour les femmes n'est qu'un moyen d'arriver à quelque chose.
Et on le voit beaucoup dans les projets d'entrepreneurs, de femmes. J'étais jury dans le cadre de Vivatech au prix Femtech. Il y a énormément de sens dans les projets qui sont portés. Moi qui ai évalué pendant une dizaine d'années des projets d'entrepreneurs principalement portés par des hommes, honnêtement, vraiment, cette différence m'a frappée, j'en avais pas conscience avant, de quand une femme présente son projet, elle présente vraiment la résolution du problème, mais pas la résolution du problème technique. Il faut passer par la technique, il faut passer par le commercial, il faut passer par le business, mais ce qui compte, c'est l'avancée en termes de comportements sociaux ou industriels. Et ça, je pense que c'est une composante très importante. Et je voudrais juste terminer sur, avant de laisser la parole, sur commencer dès plus jeune âge. Ça veut dire peut-être regarder, et je sais que c'est un effort pour vous en tant qu'entreprise, mais regardez comment vous pouvez intégrer des stagiaires de 3e ou des contrats d'apprentissage. Parce que c'est du temps long et finalement, alors quand on dit il n'y a pas de femmes, il y en a. Déjà, il faut aller les chercher. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas... Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a très peu d'élèves dans nos filières de nouvelles technologies, d'élèves filles. Donc, on pourra faire tout ce qu'on veut. À la fin, il y a très peu de candidates. Donc, il va falloir du temps. Cédrico parlait de 10 ans en Allemagne. Il faudra peut-être 10 ans, il faudra peut-être plus. Mais ça veut dire qu'il faut aller chercher les jeunes filles plus tôt. Il faut leur ouvrir les portes de nos entreprises. Il faut leur montrer nos métiers. Et c'est là où je parlais de rôle modèle, en sachant qu'un rôle modèle, c'est l'étape juste d'après. Donc, pour une collégienne, c'est une lycéenne. Pour une lycéenne, c'est une jeune étudiante. Pour une jeune étudiante, c'est une jeune professionnelle. Donc, les profils dont vous nous avez parlé, Flore, pourraient devenir ambassadrices dans les collèges et les lycées pour expliquer pas tant le métier et à quel point c'est difficile, parce qu'à force d'expliquer ça aux jeunes, on les démotive, mais à quel point le numérique peut être porteur de sens. Merci beaucoup Peggy pour ces excellents conseils. Alors, pour tenir les timings, si je peux vous demander vraiment 1 minute, d'abord peut-être Flore, donc point de vue de l'emploi, puisque comme on dit que vous avez expliqué que vous avez recruté 2 femmes à des postes qui sont plutôt pourvus par des hommes aujourd'hui. Donc, quelle est votre recette, vos bons conseils? Oui, donc moi je vais essayer de faire, comme je disais, des bonnes pratiques avec peu voire pas de moyens. Donc nous, voilà, quelques petites choses qu'on a appris sur les dernières années. Une première, c'est qu'au début, on avait le biais d'utiliser les sites des écoles pour poster nos offres. Ce qui fait des beaux profils, mais des profils très similaires. Donc en fait, on avait beaucoup, voilà, on recevait des candidatures de profils vraiment très proches. Et en fait, ça, c'est quelque chose où maintenant, on aime bien passer plutôt soit par des plateformes type Jobs That Make Sense, qui sont des plateformes qui vont plutôt porter sur, on va dire, un impact, une volonté d'impact commune avec le candidat, plutôt que sur un parcours. Donc ça, c'est quelque chose déjà qu'on a trouvé, on a vu une vraie différence dans les profils qu'on a pu, dans les candidatures qu'on a pu recevoir. Et également, pour avoir des profils variés, les établissements orientés sur la reconversion, donc évidemment comme Connexio, qui nous a permis le recrutement de notre apprenante, mais aussi voilà, des choses comme Rocket School, où il y en a beaucoup, on va pas tous les citer, mais c'est vraiment des formations qui permettent d'avoir aussi des profils assez peu communs, qui sont passés par plusieurs étapes, qui ont peut-être justement se sont crus obligés d'aller dans une certaine voie dans leurs études supérieures, qui finalement veulent se réorienter. Et en fait, on arrive sur des profils très, très matures et très, très intéressants. Un autre point, c'est, comme le disait Peggy, la rédaction de la fiche de poste. Nous aussi, c'est quelque chose qu'on a vraiment identifié, et notamment de bien distinguer, en fait, qu'est-ce qui va être un prérequis de qu'est-ce qui va être un nice to have, des compétences un peu bonus, où en fait, c'est même pas grave si elles ne sont pas acquises, parce que ça peut même être quelque chose où nous, on va être heureux de former quelqu'un dessus. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en valeur, qui peut même donner, au-delà de que quelqu'un se bloque parce qu'il n'a pas la compétence, au contraire, ça va lui donner envie de postuler pour l'apprendre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien distinguer sur la fiche de poste.
pour aider et pousser les gens à candidater. Et le dernier point, c'est la partie un peu aide à la projection. Donc, ça rejoint cette idée de rôle modèle. Et là, c'est sur l'angle vraiment, donc, au démarrage du recrutement, qu'en fait, il y a une mise en confiance des candidates sur leur possibilité d'évolution au sein de l'entreprise. Donc, en fait, assez rapidement, essayer d'inclure des managers femmes dans le process pour leur montrer que le fait d'évoluer, le fait de grandir dans l'entreprise est possible et qu'il ne va pas y avoir un plafond de verre, qu'il ne va pas y avoir de problèmes particuliers, que c'est possible de réussir et de se projeter long terme dans cette entreprise. Voilà, c'est les petits droits. Merci beaucoup, Flore. Effectivement, et le dernier point, ça fait exactement écho à ce que disait Myriam un peu plus tôt, c'est d'avoir aussi des femmes en haut de la pyramide. Alors, très rapidement, parce qu'il faut qu'on passe ensuite à la suite des questions. Pour Juliette, peut-être si vous avez des conseils en plus de ceux qui ont déjà été énoncés pour diversifier. Oui, en fait, je pense que si on regarde juste le recrutement dans la tech de manière générale, c'est la guerre. Les gens partent, jusqu'à peut-être janvier, mais les gens parfois partent avec des salaires 5 000, 10 000 de plus. Donc, quand vous passez du temps à recruter le profil, comme disait Myriam, parfait, tac, tac, qui va vite, etc., mais il peut partir très vite parce que là, il y a des montants d'argent qui sont mis sur des salaires qui nous dépassent tous et toutes en tant qu'entreprise. Et donc, je pense qu'en temps de guerre, il faut être un peu malin. Et il faut aller pêcher dans les entreprises dites classiques. En fait, la tech s'est beaucoup construite en disant, voilà, notre ADN, on est différent, etc. Et en fait, quand on regarde, ça a infusé chez les recruteurs et les managers qui sont souvent des populations assez jeunes. Il y en a beaucoup qui n'ont fait que de la tech. Et quand ils voient quelqu'un qui a fait des sales ou qui a fait du management ou de la direction dans une entreprise classique, même si c'est, par exemple, c'est une boîte de médical, si c'est dans du médical classique, il va se dire, non, il ne va pas être adapté à nous. Et je pense que sur tous ces métiers qui ne sont pas tech, pure tech, il faut tout simplement aller chasser dans les entreprises classiques parce que les femmes y sont, il y a moins de problèmes. Et il faut se sortir un peu de cette idée de l'ADN qu'on est soit tech, soit pas tech, soit pas startup nation. Et un autre point, donc sur la partie vraiment des métiers techniques, en complément de ce que disait Flore, d'aller prendre un apprenant quand on est une entreprise un peu plus importante où il y a des groupements d'entreprises. Nous, on va créer des classes de formation dédiées. Là, par exemple, on a mis en place une classe d'administrateur Salesforce où on va adapter le contenu de formation à exactement les prérequis des entreprises et les personnes vont aller dans les entreprises avec une période d'alternance, en fait. Et je pense que c'est vraiment plus parce que même s'il faut aller vite en start-up, ce n'est pas 2 apprentis qui vont faire tomber la start-up, quoi. On va dire ça comme ça. Merci beaucoup, Juliette. Alors, une question maintenant pour Myriam. Alors, vous, chez Hawkin, est-ce que vous mettez en place une politique RH dédiée ? Comment vous êtes sûr, quelque part, ou en tout cas d'essayer de ne pas reproduire certains biais lors de vos recrutements, concrètement ? Alors, je pense qu'on les a reproduits au tout début. On a commencé avec des équipes très techniques, très masculines. Et on s'est rendu compte progressivement que, par exemple, surtout dans notre équipe, par exemple, de R&D, de data scientist, on n'avait pas du tout assez de femmes, et notamment de femmes dans les rôles de management de cette équipe de R&D. Donc, par exemple, cette année, on s'est fixé un quota de nombre de femmes à atteindre, tout bêtement. Je pense aussi, par rapport à ce que disait Juliette, que il y a eu une certaine sensibilisation de la part de l'équipe RH qui a beaucoup grandi ces dernières années sur le fait que justement, une entreprise ne peut pas fonctionner avec que des profils de jeunes hommes diplômés, de master de la tech qui sont des brutes techniques et qu'on peut mettre dans des rôles de tech, dans des rôles techniques et dans des rôles de direction dans la tech, des personnes qui sont un petit peu plus, je dirais, polyvalentes, un peu plus transverses, qui ne sont pas forcément les plus grandes brutes techniques, mais qui apportent autre chose, de l'expérience de management, de l'expérience d'entreprise plus mature, une transversalité. Même les femmes jeunes, je constate qu'elles sont plus attirées par justement tout ce qui est un petit peu plus gestion de projet, même dans la tech, gestion d'équipe, animation d'équipe transverse. Et en fait, on a besoin de tous ces profils
pour la croissance de l'entreprise. Donc, je pense qu'il y a eu une sensibilisation là-dessus. Et en plus de ça, là, on a créé en interne une task force avec des hommes et beaucoup de femmes, justement, sur qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour être plus inclusif au sens large, pour aider justement les femmes en cours d'entretien ou d'embauche. Et après, une fois qu'elles sont à Hawkin, à se sentir plus épanouies, plus empowered et plus en confiance, pour qu'elles continuent à évoluer dans les métiers de la tech. Merci beaucoup, Myriam. Alors, à nouveau, pour tenir nos délais, si vous me permettez, Flore, je reviendrai à vous un peu plus tard. Alors, peut-être une question de savoir comment est-ce qu'on peut aller finalement plus loin. Alors, là, je m'adresse d'abord à Peggy. Est-ce que vous pensez que quelque part, il faut légiférer? Est-ce qu'il faut créer des index? Est-ce qu'il y a des actions, on va dire, plus dures qu'il faut prendre pour prendre le taureau par les cornes et y aller? Bon, je crois qu'effectivement, pour arriver à nos fins, et c'est la guerre des talents, vous avez raison, Juliette. Mais du coup, voilà, au niveau national, c'est pas la résolution du problème et pas d'aller recruter dans les grands groupes pour les startups ou inversement, même si on voit qu'effectivement ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a les grands groupes classiques qui perdent de leurs jeunes qui sont attirés par l'entrepreneuriat. Mais l'idée au niveau national, c'est évidemment d'augmenter le flux de façon durable, d'augmenter d'abord le vivier et puis ensuite d'orienter les compétences au bon endroit. Donc ça, au niveau de l'État, c'est le plan France 2030 qui a été mis en œuvre pour orienter les compétences vers les métiers d'avenir. Et puis sur la partie égalité, il y a plein de choses déjà qui ont été faites avec la loi Pénicaud, la loi Rixain. Donc il y a déjà plein de choses. Maintenant, moi, je poserais plutôt la question de... c'est sûr, il faut une politique volontariste de l'État, une politique publique volontariste très forte. Ça, c'est clair. On n'avance pas sans ça. Ensuite, moi, la question que j'aurais envie de poser à nos intervenants professionnels du recrutement, c'est comment est-ce qu'on peut favoriser la prise de risque? Et je ferai juste un parallèle avec les achats innovants, par exemple. On voit que les startups demandent, quand elles créent de l'innovation, à des grands groupes ou à l'État de réfléchir français et d'aller essayer de favoriser des solutions souveraines. Et en fait, pour un acheteur, il y a une prise de risque à prendre une solution qui viendrait plutôt d'une start-up plutôt que d'un grand groupe bien placé. Et donc, j'ai envie de faire le parallèle en disant, finalement, il y a une prise de risque à aller chercher des profils différents, à prendre du temps en tant que recruteur, en tant que manager. Il y a une prise de risque à intégrer des profils différents s'ils sont minoritaires, parce que du coup, comment ils sont intégrés dans l'équipe, ça veut dire aussi un effort de pédagogie, de formation peut-être des équipes. Et donc, voilà, comment on peut favoriser cette prise de risque? On voit dans certains groupes qu'il y a des pratiques très concrètes de je stoppe le recrutement, par exemple, s'il n'y a pas de femmes dans les finalistes. Bon, on ne peut pas faire ça dans les startups, c'est pas possible. Il en va de la vie de l'entreprise. Mais malgré tout, il y a une prise de risque à favoriser. Et donc, comment on fait pour susciter cette envie? Est-ce que c'est un bonus, ça j'ai pris du temps pour chercher une femme dans les profils? Oui, non, mais c'est une bonne question. Alors, je me tourne maintenant vers Juliette. Qu'est-ce que vous pensez? Faut-il aller plus loin? Faut-il légiférer? Est-ce que l'État a un rôle à jouer? Oui, je pense que de toute manière, au-delà de la prise de risque, les entreprises n'ont pas tant de choix que ça non plus. Il y a quand même beaucoup d'entreprises de la tech qui font du B2B. Et en fait, comme les entreprises, dans le cadre de leur politique RSE, font souvent porter la partie sociale à leurs fournisseurs, à leurs prestataires, c'est important de pouvoir expliquer, pour répondre à des appels d'offres, de manière vraiment concrète, les actions qui sont faites et le nombre de personnes recrutées, de personnes en inclusion ou éloignées de l'emploi.
Alors, du côté de l'État, je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est vrai que vous avez cité, Peggy, beaucoup de choses qui sont faites dans les écoles, mais bon, concrètement, moi, je suis un tout petit peu plus mitigée. En fait, il y a certains profs par collège qui ont quelques heures dédiées à l'égalité professionnelle, et c'est pas ces quelques heures plus quelques témoignages via des super assos comme Elle Bouge, voilà, plein de choses qui vont suffire en fait pour changer une mindset. C'est comme disait Mario au tout début, c'est beaucoup de répétitions. Donc je pense que le sujet il n'est pas du tout pris à la mesure de la portée actuellement par les pouvoirs publics vraiment de manière concrète. Et il faut dédier du temps et du budget dans tout leur travail de, comment est-ce qu'on dit, de réformation des professeurs. Enfin, voilà. Et après, d'un point de vue plus organisationnel, d'un point de vue des organisations, moi, ce que je peux vraiment... Il faut rendre les managers acteurs. Il disait que ce n'était pas évident. Et un atelier que je vous recommande absolument, c'est la fresque de la diversité, qui est un atelier de 3 heures en intelligence collective et qui, sans juger, va amener les participants à se dire et moi, quelle est ma place dans tout ça? Et pour vous citer un exemple, on parlait à une personne, un homme qui a fait cette formation, et on lui demandait un peu à froid, un an après, qu'est-ce que vous avez fait? Et il nous a dit, pour la première fois de ma vie, je suis rentrée chez moi et j'ai eu envie de raconter ma journée de travail à ma famille. Et en fait, il faut donner des opportunités aux gens de justement se dire, de plus voir ça comme un risque et de voir ça comme une envie et de voir ça comme faire sa part. Et alors, pour rebondir dessus, parce qu'on a donc l'audience qui a soumis des questions au fur et à mesure de ce webinaire. Alors, il se trouve que la première question, et ça fait exactement écho à ce que vous étiez en train de dire, Juliette, c'était est-ce qu'il existe des formations au recrutement inclusif? Juliette, vous venez de parler de la fresque de la diversité. Est-ce que vous avez d'autres conseils en termes de formation au recrutement inclusif? Oui, il y a différents organismes. Nous, on propose des formations, mais il y a aussi un certain nombre d'organismes qui font des formations. Vraiment, mon conseil, ça allait être dans votre cahier des charges aux prestataires, favoriser des choses, des formations qui vont utiliser des ateliers, des essais, parce que ce qu'il faut vraiment, c'est que pour changer un état d'esprit, les chiffres, ça ne va pas suffire. C'est un constat, mais ça ne nous permet pas de comprendre que nous aussi, on a notre place à faire. Et c'est de vraiment aller chercher des formations qui vont faire bouger les gens dans leurs émotions et dans leurs histoires vécues, d'aller chercher ça. Merci beaucoup, Juliette. Une deuxième question qui a été posée, c'est qu'il y a de nombreux postes non pourvus dans la tech et pour autant en face, beaucoup de candidates et de candidats qui ne sont pas recrutés. Et comment l'expliquer? Alors peut-être le point de vue de Flore en tant qu'employeur et de Meriem. Non, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question qui est difficile à expliquer et j'ai pas de réponse parfaite. C'est vrai que nous, côté startup, certains recrutements peuvent être longs. En fait, sur certains postes, justement, si on cherche un vrai fit, ça peut être très long et difficile, encore plus quand on a ces enjeux-là de recrutement inclusif en tête. Je pense qu'il y a quelque chose qui est important pour s'assurer que les postes puissent être pourvus, c'est tout ce qui va être création de critères très clairs avant chaque recrutement. Et c'est quelque chose qui peut paraître simple, mais en fait qui peut être fait un peu trop rapidement en début de recrutement, c'est de ne pas bien définir en fait les critères pour la personne que l'on cherche d'un point de vue de compétences. Et ce qui fait qu'en fait, on peut finalement retrouver des profils qui ne sont pas les profils communs, et du coup, on va les chercher autre part, et qui permettent, en fait, grâce à ces critères, de les identifier et de trouver de nouveaux candidats sur peut-être une nouvelle poche pour pouvoir faire ça. Voilà. Merci beaucoup. C'est très pertinent, Flore. Meriem, Peggy. Oui, j'allais dire de notre Excusez-moi, juste une petite aparté très très courte. Des profils vraiment dans la tech, le marché est en tension. Il n'y a pas de personnes sur le marché du travail, je pense, qui ne trouvent pas d'emploi sur des métiers, sur la cyber, sur la data, sur la crypto, sur le développement, sur la programmation.
honnêtement, ça serait très étonnant. Il faut juste faire attention à comment on qualifie les métiers du numérique et de la tech, parce qu'effectivement, il y a tout le marketing digital, la com digitale, où là, il y a plus de profils. Mais sur la partie tech, ça serait très étonnant. Donc, il y a des profils qui ne soient pas recrutés aujourd'hui. Je pense qu'aussi que, alors, par exemple, là où on galère le plus, c'est par exemple pas sur les rôles de data scientist, parce que ces dernières années, disons qu'il y a eu beaucoup de marketing autour du métier de data science, des écoles qui ont des masters qui sont créés, beaucoup de gens qui se sont formés à faire ça. On galère le plus, par exemple, sur les métiers IT. Par exemple, des architectes, des DevOps, des métiers qui sont classiquement moins valorisés, qui sont pas souvent enseignés par les écoles d'élite et qui sont, si je peux stéréotyper, des métiers de bonhomme de la tech, quoi. Et en fait, c'est dans la tech, on en a beaucoup besoin et ils sont très difficiles à trouver. C'est encore un petit peu des métiers de niche et j'ai pas forcément de solution. Je dirais peut-être de aussi pousser les écoles et les formations à mettre ces métiers-là aussi et les valoriser, les rendre plus sexy, les mettre en avant pour que ça attire aussi des personnes et des femmes vers ces métiers-là. Et je pense que c'est vraiment là où on se retrouve avec les plus gros pourcentages de bonhommes et les plus grosses difficultés. Merci beaucoup, Myriam. Alors, une autre question qui a été posée par l'audience et je vais m'adresser à Peggy. Et puis, n'hésitez pas, si d'autres veulent aussi intervenir, j'oriente pour aider et fluidifier, mais n'hésitez pas à intervenir également. Alors, quelqu'un nous pose la question de savoir, vous avez plusieurs fois parlé de quotas. Est-ce que c'est la solution à adopter ? Est-ce que sans passer par le législatif, quelque part, on n'y arrivera pas ? Alors, c'est deux questions un peu distinctes. Hein. Les quotas, ce n'est pas forcément imposé par le législatif. Je vous laisse répondre. Oui, je crois fortement. Enfin, en fait, on en est là pour plusieurs raisons, sont des causes multifactorielles. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent cet état de fait. Et donc, on s'en sortira, on y arrivera du fait de la multiplicité des solutions que l'on proposera. Donc, dès le plus jeune âge, on agit avec Femmes Numérique, on agit sur le scolaire, on agit sur le SUP, on travaille avec les différents ministères, on regarde comment on peut mieux former les professeurs, on regarde comment est-ce qu'on peut aborder le numérique dans les programmes scolaires. Donc, il y a des choses qui se font très tôt. Ensuite, il y a l'accueil en école, il y a les critères de sélection entre le SCO et le SUP. Et dans toutes ces solutions-là, eh bien, aujourd'hui, il y a les quotas. Ça fait partie d'une solution. Et on espère que plus on avancera sur le sujet et plus on pourra abandonner en cours de route des choses qui fonctionnent et qu'on n'aura plus besoin de faire. Mais aujourd'hui, évidemment, ça fait partie de la solution. Mais ça ne doit pas être une solution exclusive. C'est entouré de plein d'autres choses. Merci beaucoup, Peggy. On nous demande également, alors là, ça pourrait être l'adresse de chacune d'entre vous, peut-être aussi pas mal pour Juliette. Alors, on nous dit, aujourd'hui, on manque de CV de femmes. Et au-delà de la phase de recrutement, comment inciter donc les jeunes filles à aller vers ces filiales ? Est-ce que les conseillers d'orientation sont-ils bien formés selon vous ? Est-ce que Juliette, vous avez une opinion ou ça peut également être vous, Peggy, Flore, Myriam, votre ressenti ? Alors, c'est une opinion. Je ne suis pas du tout spécialiste de ce qui se passe dans les collèges. Je tiens à le souligner. Il ne faut pas prendre ce que je dis comme... non, mais juste, en fait, j'ai échangé hier avec une référente égalité pro dans un collège et elle m'a dit, je reçois énormément de mails et elle m'a dit, avec le mail, voilà. Et je pense que ça, il y a une volonté, mais c'est comme en start-up, on dit, c'est pas les meilleures idées qui fonctionnent, c'est les idées où, parfois c'est des idées toutes bêtes, mais où il y a une équipe qui délivre par derrière. Et alors peut-être que la question de la personne, c'est qu'est-ce que je peux faire à ma mesure. Je pense que à sa mesure, déjà aller dans l'école du territoire où est située l'entreprise, proposer des choses de manière bénévole et non payante pour les écoles, les collèges, je pense que ça peut déjà être une bonne chose à faire du point de vue d'une start-up ou d'une entreprise. Après, je pense qu'il y a
plein de choses d'un point de vue légal, mais voilà, je ne suis pas ministre de l'Éducation. Voilà, je n'irai pas plus loin que mon opinion qui reste personnelle. Je peux juste compléter en une phrase. Ça fait, j'allais me tourner vers vous, Peggy. J'essaye de ne pas faire très long, mais c'est un sujet complexe. Alors, évidemment, il y a un manque criant de moyens aujourd'hui. Donc, voilà, ça se fait progressivement. Les référents égalité filles-garçons, c'est pas si vieux que ça dans l'éducation nationale. Donc, ça veut dire qu'on commence aussi, comme dans les entreprises, à en parler. On commence à faire des actions. Au niveau de Femmes Numérique, on a impulsé un programme national qui s'appelle Tech pour toutes, qui a été annoncé par notre première ministre Elisabeth Borne à l'occasion du salon Vivatech. Et dans le cadre de ce programme, nous, donc Femmes Numérique est fondateur, initiateur de cette démarche. Et nous allons proposer en fait d'animer le vivier des associations pour mettre en cohérence les différentes actions et proposer aux établissements des actions prêtes à l'emploi, si je puis dire. C'est vrai qu'on demande beaucoup aux professeurs. On leur demande de connaître les métiers, on leur demande de faire les programmes, on leur demande de parler de beaucoup d'autres choses en plus des programmes. Et donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est leur faciliter la vie et leur faire gagner du temps de façon à ce qu'ils puissent aller trouver des ambassadrices, des supports, des façons de communiquer auprès des élèves pour parler de ces sujets-là, entre autres, parce qu'il n'y a pas que la diversité de genre, mais c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Oui, c'est très clair. Peggy, puis vous parliez d'associations et qui doivent travailler aussi en bonne intelligence avec l'État, les pouvoirs publics. Et c'est vrai qu'on a un vrai tissu associatif, mais il faudrait encore qu'il y ait de la cohérence d'ensemble et de s'entraider, puisque quand on a une diversité d'acteurs, c'est toujours plus compliqué d'avoir une politique d'ensemble, mais c'est aussi ce qui fait une grande force. En parlant d'association, on a une personne de l'audience qui se permet une recommandation et qui demandait si vous connaissiez STEM for All, une association qui encourage les jeunes filles de France et d'outre-mer à se tourner vers les métiers de STEM, notamment. Oui, il y a beaucoup d'associations. On a répertorié plus d'une centaine d'associations qui traitent ce sujet sur l'ensemble du territoire français. Et ça foisonne et c'est très bien. C'est très, très bien. Il faut que ça continue. Même si nous, voilà, on souhaiterait que ça soit que tous ces programmes soient mis en cohérence. Il faut qu'ils continuent à foisonner. C'est très important. Exactement. Alors, sur cette remarque pleine d'optimisme, alors, on va passer sur les conclusions du webinaire. Et alors, petit exercice qui va être demandé à chacune d'entre vous, c'est votre phrase de conclusion. Vous avez 1 minute pour donner à l'audience votre takeaway. Alors, si on peut commencer par Flore, si ça vous convient. Bien sûr. De mon côté, côté entreprise très jeune, vous n'avez pas encore beaucoup de moyens, vous voulez intégrer ce processus dès le début. Je pense que s'il y avait une seule chose à retenir de mon expérience jusqu'à maintenant, ce serait vraiment cette définition de critères qui, pour moi, doit arriver au tout début du recrutement, qui est hyper importante. Définir le critère pour le poste, c'est vraiment ça qui permettra de recruter le meilleur profil et pas forcément le profil auquel on s'attend. Voilà. C'est clair, merci. Votre takeaway. C'est que l'inaction coûte plus cher que l'action. Voilà, donc quand vous voyez un CV de femme ou de quelqu'un qui a un profil à côté, hein, pas que sur la question de genre, appelez la personne et c'est dans la rencontre que vous saurez si c'est un potentiel pour vous. Vous ne le saurez pas tant qu'il n'y aura que du CV. Ah, c'est clair, donc, du temps et de l'action. Myriam, votre takeaway. Alors, en mot de la fin, je dirais que je pense qu'il faut casser l'idée qui, je pense, est encore populaire en France, qui est que on a une méritocratie républicaine complètement équitable et que favoriser des femmes ou faire des quotas ou favoriser disons d'autres minorités ou être plus inclusif dans le recrutement, c'est quelque part favoriser des personnes qui sont moins bonnes ou moins méritantes. Donc, je pense que plus on sensibilise au fait que ce sont des profils qui ont aussi des handicaps dans leur parcours, plus ce sera accepté
qu'il faut qu'on fasse un effort supplémentaire et qu'on, quelque part, s'impose des contraintes pour arriver justement à un monde un peu plus égalitaire et qui fonctionne mieux. Merci beaucoup, Myriam. Peggy, votre mot de la fin. Oui, moi je dirais qu'il est indispensable de ne pas faire reposer le poids de cet état de fait sur les épaules des femmes. Et c'est très important de penser que c'est notre responsabilité collective, autant que le développement durable, de favoriser l'insertion des femmes dans des métiers qui ne sont pas assez féminisés et donc d'inclure tous les types de populations dans cette démarche, y compris les hommes. Et tout à fait, et c'est pour ça qu'on peut que souhaiter que si on refait exactement ce même webinaire l'an prochain, eh ben, il y ait au moins une moitié d'hommes qui se saisissent de la question. Alors, merci à toutes pour ces échanges très riches et qu'on a envie de poursuivre. Alors, pour l'audience, ceux qui sont là et ceux qui auraient voulu venir et qui ne sont pas là, il y aura un replay de ce webinaire qui sera disponible sur Event Maker. Alors, n'hésitez pas à y avoir accès. N'hésitez pas à faire circuler autour de vous. Puisqu'on l'a dit, c'est un sujet qui repose, on disait, sur une responsabilité collective et qui mérite d'être diffusé le plus largement possible afin que des paroles qui ont été, par exemple, actées lors de Vivatech, en fait, soient diffusées et mises en pratique tout au long de l'année et pas seulement au moment des pics de la Techmania. On va vous donner rendez-vous pour un 3e webinaire, cette fois-ci sur l'IA et le recrutement inclusif en octobre. Et d'ici là, je souhaite à toutes et tous un très bon jeudi, ensoleillé si vous vous trouvez dans les bonnes parties du territoire. Et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.